Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 4 août, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'élection du nouveau président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après les élections provinciales de juin dernier. Nous irons ensuite en Indonésie pour revenir sur le nouveau rapport publié par l'ONG Human Rights Watch qui dénonce l'accaparement des terres et la persécution des chefs traditionnels et des militants écologistes en Papouasie. Australie ensuite, puisque des chefs traditionnels autochtones du détroit de Torres ont fait appel d'une décision concernant la responsabilité du gouvernement australien dans l'habitabilité de leurs terres traditionnelles en lien avec les conséquences des changements climatiques. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Myanmar, où 9 militants viennent d'être condamnés à des peines allant jusqu'à 37 ans de prison pour avoir appelé au boycott des élections de décembre 2025. Le fondateur du jeune parti Éveil océanien, créé en 2019 pour défendre les intérêts de la communauté des Wallisiens et des Futuniens en Nouvelle-Calédonie, a été élu à la présidence du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de Milakulo Tukumuli qui a été élu avec 6 voix sur 11, de même que son vice-président Christophe Guigues, des loyalistes. Le parti Éveil océanien, qui a été qualifié par son fondateur de faiseur de majorité, a obtenu 4 sièges au Congrès suite aux élections provinciales du 28 juin dernier et après une campagne précipitée de 2 semaines seulement, débutée après le vote du dégel électoral partiel voté en mai dernier. Les élections provinciales se sont soldées, on le rappelle, par le maintien de l'équilibre existant entre les indépendantistes et les non-indépendantistes au sein du Congrès, avec 24 sièges pour les loyalistes, le Rassemblement, 10 sièges pour l'Union calédonienne FLNKS, 7 sièges pour l'Union nationale pour l'indépendance et 6 sièges pour le FLNKS. L'Éveil océanien et Dynamique autochtone ont quant à eux obtenu respectivement 4 et 3 sièges dans un système électoral qui favorise les grandes listes et donc les alliances politiques. Le nouveau président du gouvernement, qui s'est déclaré proche des indépendantistes sur le sujet de la fracture sociale, a tout de même choisi de constituer une coalition avec le bloc non-indépendantiste, obtenant ainsi la présidence du gouvernement. Citée par Nouvelle-Calédonie la première, Milakulo Tukumuli dit avoir fait un choix de stabilité, citant les nombreuses fractures ces dernières années au sein du FLNKS, avec notamment la sortie du Palika et de l'UPM. Des tiraillements pas propices selon lui à la stabilité. Ce nouveau gouvernement, qui détient le pouvoir exécutif au niveau local, sera appelé à négocier l'avenir institutionnel de l'archipel. Son nouveau président a d'ores et déjà indiqué que son gouvernement allait se concentrer sur les urgences économiques et sociales et, dans un premier temps, sur les transports. Un rapport publié mardi dernier par l'ONG de protection de l'environnement Human Rights Watch dénonce la manière dont l'État indonésien réprime les militants écologistes et les chefs autochtones en Papouasie qui sont de plus en plus arrêtés et maltraités. Le rapport, intitulé en français « Terre accaparée, justice réduite au silence », Grabbed Land, Silence, Justice, souligne la présence croissante de l'armée indonésienne, surtout dans le sud de la Papouasie où la résistance est moins importante, au service de grands projets nationaux de développement. Des projets qui sont à l'origine d'une déforestation massive et de déplacement de population à travers la province et menacent les moyens de subsistance de la population locale. Le rapport souligne que l'État indonésien utilise plus d'une dizaine de lois pour réprimer les militants, la loi sur les plantations, la loi sur l'extraction minière et les minéraux, la loi sur la création d'emplois ou encore celle de prévention de la destruction des forêts. Le rapport cite le Indonesian Forum for the Environment, une ONG de promotion de la justice environnementale, selon laquelle au moins 1131 personnes ont été poursuivies devant la justice entre 2014 et 2024 en défendant les droits fonciers des populations autochtones en Papouasie.
En janvier dernier, par exemple, 11 militants papous ont été arrêtés après avoir manifesté et alerté sur les risques pour les droits coutumiers liés aux terres ancestrales et à la survie de 40 000 autochtones du peuple Malin Anim. Une persécution qui continue, selon l'ONG, depuis l'arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto, dont la politique consiste à augmenter le rôle de l'armée dans les affaires politiques. Le rapport cite notamment un des plus grands projets gouvernementaux, le projet du Merauke Food and Energy Estate, qui couvre environ 3 millions d'hectares et vise à convertir des forêts, des terres marécageuses et de la savane en rizières et en champs de palmiers à huile et de canne à sucre. La militarisation concerne aussi le défrichement, les bulldozers étant désormais accompagnés par les soldats munis d'armes semi-automatiques. Il est aussi indiqué que la déforestation causée par ces projets, en plus de détruire la faune sauvage et la biodiversité, accroît considérablement le risque d'incendie et que, selon les images satellites, de nombreux feux de forêt sont en cours dans la province, la plupart étant concentrés sur les terres du Food Estate Program et le reste sur les terres de projets de palmiers à l'huile. Deux chefs traditionnels du détroit de Torres sont retournés devant le tribunal fédéral australien la semaine dernière pour faire appel d'une décision dans une affaire portant sur la responsabilité climatique du gouvernement australien. Le détroit de Torres comprend un archipel de plus de 200 îles situé au nord-est de l'Australie et qui s'étend jusqu'à la frontière sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux militants, connus sous les noms de Uncle Pabai Pabai et de Uncle Paul Kabai, affirme que le gouvernement australien a échoué à protéger le peuple insulaire du détroit de Torres des impacts de la crise climatique. La région est en effet particulièrement exposée à la montée du niveau de la mer, à des grandes marées et à des inondations des zones côtières, autant de phénomènes qui risquent de rendre leurs terres inhabitables. Et des scientifiques ont en effet prédit que plusieurs îles seraient inhabitables d'ici 2050 en raison de la montée du niveau de la mer, et l'Eliam a été touché par des inondations en janvier dernier. Par ailleurs, des experts indépendants du Comité des droits de l'homme de l'ONU ont estimé en 2022 que l'Australie avait violé les droits des habitants autochtones des îles du détroit de Torres. Les experts avaient été saisis par 8 citoyens australiens et leurs enfants qui reprochaient au gouvernement de ne pas avoir construit des digues assez élevées et de ne pas avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre, malgré une menace accrue de la montée des eaux dans la région provoquée par ces émissions. En 2021, Uncle Pabai Pabai et Uncle Paul Kabai avaient été les premiers à aller en justice pour poursuivre le gouvernement australien pour motif de négligence. Mais l'année dernière, un juge fédéral a estimé que le gouvernement n'avait pas de devoir de diligence ou de devoir de vigilance envers les insulaires du détroit de Torres. Un concept juridique tiré de la common law qui implique une responsabilité de respecter une norme de diligence raisonnable lors d'un acte susceptible de porter préjudice à autrui de manière prévisible. L'affaire de ces deux chefs autochtones s'était inspirée d'une précédente affaire portée en 2015 par 886 plaignants aidés par la Urganda Foundation qui avait attaqué le gouvernement néerlandais reconnu comme ayant la responsabilité légale de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour protéger ses citoyens. Le tribunal avait ainsi forcé le gouvernement à réduire de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici fin 2020, une victoire que les deux chefs autochtones du détroit de Torres espèrent reproduire en Australie en faisant appel. Deux tribunaux birmans ont condamné 9 militants à des peines allant jusqu'à 37 ans de prison pour avoir manifesté en faveur du boycott des élections de décembre dernier. Cité par l'agence de presse américaine Associated Press, la porte-parole du comité de coordination des forces anti-junte de Mandalay, Mae Ninh, a rapporté que 8 membres dont le célèbre militant Tet Myat Aung avaient été condamnés à 37 ans de prison mardi dernier sur la base de la loi antiterrorisme mais aussi de la loi électorale, une loi draconienne entrée en vigueur en juillet 2025 qui fait courir aux personnes qui s'opposent ou perturbent des élections jusqu'à la peine de mort. Un 9e militant a été condamné à 27 ans de détention sur la base de la loi antiterrorisme. Les condamnés avaient été arrêtés le 3 décembre lorsqu'ils manifestaient à Mandalay, appelant au boycott des élections controversées organisées par la junte militaire, mais aussi à l'abolition de la conscription militaire et à la libération des prisonniers politiques arrêtés suite au coup d'État militaire de février 2021. La porte-parole a indiqué que les militants n'avaient pas prévu de faire appel car ils n'avaient aucun espoir que le jugement puisse être revu à la baisse.
Selon le groupe, cette condamnation est la preuve que le gouvernement est arrivé au pouvoir suite à des élections truquées qui ne pourront jamais établir, selon le communiqué, un système démocratique fédéral. C'est aussi un jugement, toujours selon le communiqué, qui a pour objectif d'instiller la peur au sein de la population afin de garder la mainmise sur le pouvoir. Il indique également que plus de 200 personnes ont été poursuivies sur la base de la loi sur les élections avant le scrutin de décembre. Notons que l'association d'aide aux prisonniers politiques, qui suit le nombre d'arrestations et le bilan de la guerre civile depuis le coup d'État en Birmanie en 2021, fait état de 31 632 personnes arrêtées depuis le coup d'État, dont plus de 14 000 sont encore détenues, et de 8 224 personnes tuées par la junte. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.